Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va parler du continent le plus froid et le plus au sud, l'Antarctique. Ce qu'on en sait généralement, c'est qu'il y a de la glace, des manchots et quelques scientifiques, mais on va essayer d'approfondir un peu tout ça et voir quels sont les enjeux autour de ce continent. C'est parti. L'Antarctique est, comme vous le savez, le continent situé le plus au sud. Sa superficie est d'un peu plus de 14 millions de kilomètres carrés, pour comparaison l'Europe en fait un peu plus de 10 millions, et il est quasiment totalement recouvert de neige et de glace. Et cette glace, à certains endroits, atteint plus de 4500 mètres d'épaisseur. Et la température la plus basse enregistrée est de moins 93,2 degrés, c'était en 2010. On divise généralement le continent en deux, voire trois, avec l'Antarctique de l'Ouest et l'Antarctique de l'Est, qui sont séparés par une chaîne de montagnes appelée chaîne transantarctique, longue de 3500 km et large de 250. Son point culminant est le mont Vinson, à 4892 mètres d'altitude. La troisième partie est la péninsule antarctique, ce bras de terre qui tend vers l'Amérique du Sud et où vous allez le voir, la présence humaine est la plus forte. Le continent est presque dépourvu de flore, on y trouve principalement des espèces de mousses et de lichens, et en termes de faune, on y trouve une quarantaine d'espèces d'oiseaux, les plus emblématiques étant les manchots empereurs, mais également des otaries, des éléphants de mer, et dans les eaux avoisinantes plusieurs centaines d'espèces de poissons, et des cétacés, baleines, cachalots, dauphins et orques principalement. Et toutes ces espèces sont donc presque totalement dépendantes des ressources se trouvant en mer. L'histoire humaine de ce continent commence surtout fin 18e, lorsque de premières expéditions sont lancées au sud. Puis c'est en 1819 que le capitaine britannique William Smith aperçoit des terres au sud du 62e degré. Ce sont en fait les îles Shetland du sud. L'année d'après, plusieurs expéditions aperçoivent également ce nouveau continent, et c'est finalement en 1821 que l'homme posera la première fois le pied sur l'Antarctique, durant l'expédition de l'Américain John Davis, qui débarque en Antarctique occidentale le 7 février, probablement dans la Hughes Bay. En 1841, la mer de Ross est traversée par James Clark Ross, qui lui donne son nom, et durant toute la fin du 19e siècle et le début du 20e, de nombreuses expéditions sont lancées. On appelle cette période l'âge héroïque de l'exploration en Antarctique. Des études du climat du continent sont réalisées, ainsi que de la faune, des marées, des glaces, et des études océanographiques sont également menées. Et en 1911, Roald Amundsen, un Norvégien, atteint le pôle Sud. Et plus de 40 ans plus tard, durant les années 57 et 58, la première traversée du continent est réalisée à l'aide de motoneiges. Toutes ces explorations amenèrent les différentes puissances de l'époque à revendiquer certaines parties de l'Antarctique, et une soixantaine de bases étaient déjà installées sur le continent ou sur les îles environnantes dans les années 50. Alors pour éviter que cette région ne devienne une zone de tension supplémentaire, on est à ce moment-là en pleine guerre froide, le traité sur l'Antarctique fut signé par 12 pays en 1959 et il entre en vigueur en 1961. Ce traité réglemente les relations entre États au sud du 60e parallèle. Seules sont autorisées les missions à but scientifique et de recherche et aucune activité militaire n'est permise. Les militaires ont tout de même le droit de poser le pied sur le continent et d'y être actifs, mais seulement si c'est dans un but scientifique. Et aujourd'hui, 54 pays ont signé ce traité. Sur les 54, 29 ont un droit de vote aux réunions consultatives au traité sur l'Antarctique, qui ont lieu chaque année, et les autres n'ont qu'un droit de parole, donc ils donnent leur avis mais ne votent pas. Mais le traité sur l'Antarctique n'a pas pour autant mis un terme aux revendications des États sur le continent. Il ne les a en quelque sorte que gelées. Vous pouvez voir sur la carte les différentes zones revendiquées. Donc il semble ne pas y avoir réellement de problème en ce qui concerne l'Antarctique orientale, mais on voit en revanche qu'en Antarctique occidentale, plusieurs revendications se chevauchent, celles de l'Argentine, du Chili et du Royaume-Uni. Et depuis le traité, de nombreuses autres bases ont été construites en Antarctique. Vous les voyez sur la carte. Et il ne faut pas se méprendre, la construction de bases scientifiques est utile à la recherche scientifique évidemment, mais sert également à renforcer la présence des États sur le continent. On voit que les États-Unis en ont implanté un certain nombre dans les environs de la mer de Ross, la Russie un peu partout autour du littoral, et la Chine a également renforcé sa présence dans la zone revendiquée par l'Australie. En fait, tout le monde souhaite être présent afin de ne pas se retrouver sans rien si le traité sur l'Antarctique est un jour annulé ou assoupli. Alors finalement, la question qui se pose, c'est pourquoi tout le monde veut un bout de l'Antarctique? Voyons un peu ce qu'on peut trouver en termes de ressources naturelles. Il est probable que l'Antarctique abrite des gisements minéraux, or, cuivre, platine, chrome, zinc et d'autres, mais du fait des coûts d'extraction très élevés, l'exploitation de ces minéraux, à part peut-être pour quelques-uns, ne serait a priori pas intéressante économiquement, en tout cas pour l'instant. La pêche, quant à elle, s'est principalement développée après les années 70. Plusieurs espèces de poissons sont pêchées, ainsi que du krill, dont la pêche s'est plus largement développée depuis les années 2000. Les craintes de surpêche ont d'ailleurs mené à la création de zones protégées, notamment dans les environs de la mer de Ross, avec des zones où la pêche est totalement interdite, une autre où elle est autorisée mais limitée et où des études sont faites pour étudier justement l'impact de la pêche sur les écosystèmes, et une autre servant à l'étude du krill.
Ensuite, concernant les hydrocarbures, donc les ressources en pétrole et gaz. Alors du gaz a été détecté en mer de Ross dans les années 70 et la présence de pétrole, notamment offshore, est possible dans les mers de Ross, d'Amundsen, de Bellingshausen, de Wedel et près de la barrière de glace d'Amery. Mais malgré tout, l'intérêt est limité pour deux raisons. D'abord, certaines sources estiment que ce ne sont pas de gros gisements. Et ensuite, l'exploitation de pétrole offshore en Antarctique est risquée du fait de la présence d'icebergs, plus massifs que ceux rencontrés en Arctique, et qui risqueraient d'endommager les infrastructures d'extraction par leur déplacement. Ou en tout cas, il serait nécessaire de déployer de plus gros moyens pour éviter ces dégâts, ce qui rend l'exploitation moins rentable économiquement. Alors malgré tout, il faut nuancer ce discours car des résultats de recherche de scientifiques du Polar Research Institute of China estiment pourtant qu'il y aurait 500 milliards de tonnes de pétrole sur le continent antarctique et plus de 135 milliards dans l'océan austral, donc en offshore, et 300 à 500 milliards de tonnes de gaz. Les Chinois voient à long terme et estiment que toutes ces ressources, difficilement accessibles aujourd'hui, seront peut-être un jour indispensables pour maintenir le train de vie de plus d'1 milliard d'individus. Donc on a des infos un peu contradictoires et finalement c'est assez compliqué d'évaluer l'intérêt que peut représenter l'Antarctique. Mais le fait est qu'un grand nombre d'États s'y intéressent et donc ce n'est pas pour rien. Dans tous les cas, la présence potentielle de ressources naturelles ne sert pas à grand chose, puisqu'en 1991 fut signé à Madrid le protocole au traité sur l'Antarctique relatif à la protection de l'environnement en Antarctique, abrégé Protocole de Madrid. Il est entré en vigueur en 1998 et l'article 7 de ce traité stipule que toute activité relative aux ressources minérales autres que scientifiques est prohibée. Mais l'article 25 stipule également que 50 ans après l'entrée en vigueur du protocole, si l'un des parties signataires demande la revue de ce protocole, alors une conférence devra être tenue à cet effet. Et pour qu'une modification ou amendement soit adopté, il faudra l'accord des 3/4 des parties signataires du protocole de Madrid, alors qu'aujourd'hui, l'unanimité est nécessaire pour tout amendement. Et plusieurs pays, donc notamment la Chine, mais aussi la Russie par exemple, ont déjà fait part de leur intérêt pour les ressources présentes en Antarctique. Donc vous pouvez être sûr que cette conférence aura lieu, puisqu'il y aura une demande. Il n'est pas impossible non plus que les 3/4 des signataires se mettent d'accord pour entamer une exploitation du continent, ou en tout cas au moins assouplir les règles environnementales en vigueur aujourd'hui. Donc les différents États anticipent, ils sont à l'affût, ils attendent l'année 2048, donc 50 ans après 1998, et se préparent à un éventuel feu vert pour les prochaines générations. Au-delà des ressources, l'Antarctique est également un endroit propice à l'envoi, la réception et l'interception de données satellites. Du fait de son isolement quasi total, il y a logiquement très peu d'interférences dans cette région du globe. Et c'est une des raisons pour lesquelles la Chine a doublé le nombre de ses bases ces 10 dernières années, avec la mise en place de la station Kunlun en 2009 et du camp Taishan en 2014. Les Chinois ont besoin de bases pour gérer, entre autres, leur système de positionnement et de navigation satellite, Beidou 2, c'est l'équivalent du GPS américain. Ce système a des applications civiles évidemment, mais également militaires. Il joue un rôle crucial pour la précision des tirs de missiles chinois, pour la communication avec d'autres systèmes satellitaires, il améliore les capacités de surveillance de la Chine et a sûrement également d'autres applications non connues. Et ça pose problème car rappelez-vous, je vous expliquais que toute activité militaire à but non scientifique est prohibée en Antarctique. Et surtout, même lorsque des militaires ont des activités scientifiques, celles-ci doivent être reportées dans des rapports annuels remis par chaque État. Mais la Chine, à plusieurs reprises, a omis de préciser certaines activités de ses personnels militaires dans les rapports. Ça a été le cas au moins pour les saisons 2007-2008 et 2013-2014. Pour ces deux cas, des experts militaires étaient venus travailler sur des stations radars ou sur le système Beidou 2 justement. Alors j'ai pris l'exemple de la Chine car c'est un pays de plus en plus actif en Antarctique, mais ça ne veut pas dire que ce sont les seuls dans ce cas-là. La frontière entre activités scientifiques et militaires étant parfois très floue, il est probable que d'autres États fassent la même chose. Une autre tendance, c'est l'augmentation du tourisme sur le continent. En effet, de plus en plus de croisières sont organisées en Antarctique. Vous voyez sur ce graphique les principales nationalités des touristes ayant visité le continent durant la saison 2018-2019. Donc on voit que les États-Unis sont en tête, suivis de la Chine, puis de l'Australie. Les vacanciers ont un large choix d'activités, ils peuvent évidemment poser pied à terre, faire du ski, du snowboard, de la randonnée en raquette, de la plongée, etc. Alors tout ça est quand même censé être réglementé afin de ne pas déranger l'écosystème antarctique, mais des dérives ont malheureusement été constatées. Ces règles ne sont pas toujours respectées. Heureusement, vous le voyez sur la carte, les destinations touristiques se situent principalement sur la péninsule antarctique, le reste du continent étant pour l'instant quasiment épargné par le tourisme. Les cercles représentent le volume de touristes ayant visité la zone pour la saison 2018-2019. Alors le tourisme est également un outil politique de revendication. Il permet d'appliquer le principe du «j'étais là avant». Effectivement, si un État développe non seulement ses activités scientifiques sur une zone, mais également commerciales, donc comme le tourisme, qu'il développe des infrastructures d'accueil des visiteurs, etc.,
Alors lorsque le jour du partage de l'Antarctique arrivera, s'il arrive, ils auront peut-être davantage de chances de se voir octroyer des zones qu'ils occupent déjà. Voilà, alors évidemment, je me suis concentré sur les dérives que l'on peut trouver en Antarctique, sur les dessous géopolitiques, mais le tableau n'est pas si noir que ça. Aujourd'hui, la principale activité reste la recherche scientifique. Les chercheurs travaillent ensemble, en bonne intelligence, partagent leurs découvertes, etc. L'Antarctique est par exemple un des meilleurs laboratoires pour anticiper les effets du dérèglement climatique, notamment en observant les fonds des glaciers. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et j'en profite aussi pour remercier tous les tipeurs. Vraiment, merci beaucoup, ça fait chaud au cœur, donc 1000 fois merci. Voilà, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!